tous et bienvenue à ce webinaire d'information de la communauté française pour le cluster 6 d'Horizon Europe. Donc, ce webinaire a lieu dans le cadre de la semaine de lancement Horizon Europe qui a débuté le 20 mai dernier avec une conférence avec plusieurs tables rondes et le lancement officiel du programme Horizon Europe en France. Vous l'avez vu, beaucoup de webinaires ont eu lieu avec beaucoup de succès, beaucoup d'inscrits, beaucoup de participants et beaucoup de questions, de réponses, beaucoup d'intervenants. Donc aujourd'hui, ce webinaire porte sur, comme je le disais, le cluster 6 de Horizon Europe. L'ordre du jour est le suivant. Nous aurons une intervention de Caroline Potier de la Commission européenne qui va présenter le cluster dans son ensemble et suivi d'une session de questions-réponses. Donc pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat. Moi et mes collègues du PCN, on va surveiller le chat et prendre vos questions. On va essayer de répondre à toutes, mais et j'insiste sur les questions, essayez de poser des questions qui sont en rapport avec le cluster 6, pas des questions d'ordre générique dont vous pouvez trouver les réponses ailleurs. Là, on va essayer de se dédier vraiment aux questions du cluster 6. Et ensuite, on aura vers 11h15, donc on fera peut-être une petite pause entre 11h et 11h10, 11h15, le témoignage d'un participant à un projet Horizon 2020, donc de la société Mutatech. Et enfin, en fin de réunion, on aura la présentation par Vincent Massot du nouveau PCN mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. PCN, donc qui compte à présent 4 membres qui vont être vos interlocuteurs pour toutes les questions que vous aurez à poser au cours de ces 7 années de programmation. Donc, nous allons commencer maintenant avec la présentation de Caroline Potier. Donc, Caroline Potier est ingénieure agronome de formation. Elle a commencé à la à la Direction générale agriculture de la Commission européenne et se dédier à l'agriculture biologique et au développement rural. En 2014, elle a rejoint la DG Environnement et s'occupait de l'intégration de l'environnement dans les politiques agricoles. Et enfin, en 2019, elle a rejoint la DG Recherche et Innovation de la Commission européenne et est chargée de politique et est en charge de la coordination des programmes de travail du cluster 6. Donc, c'est tout naturellement que j'ai pensé à elle pour présenter aujourd'hui ce webinaire parce que c'est elle qui est vraiment au cœur de la construction des programmes de travail et de la construction des topics, de toute la programmation pour les prochaines années. Donc, si tu es d'accord, Caroline, je vais te passer la parole. Je vais arrêter la présentation de la slide pour essayer de mettre ta présentation en ligne et je te donnerai le contrôle. Est-ce que ça apparaît bien à l'écran? Pour moi, oui. Oui, parfait. Donc, soit je te donne le contrôle. Comment on fait? Non, le plus simple, c'est que je passe les slides, peut-être, comme ça tu me dis. Ok, d'accord. On fait comme ça. Donc, je te passe la parole et merci beaucoup d'être présente aujourd'hui avec nous. Merci. Merci, bonjour, bonjour à tous. Donc, comme Emmanuel l'a présenté, je suis la personne en charge de la coordination du cluster 6 à la DG Recherche et Innovation. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier programme de travail du cluster 6. En fait, j'aurais bien aimé vous en parler plus en détail, mais on a un retard dans la publication de ce programme de travail qui est en dehors de notre contrôle. Donc, je vais vous parler de manière générale de ce programme de travail, mais je ne pourrai pas répondre à des questions précises sur les topics. J'espère toutefois que cette présentation vous sera utile. Donc, je vais d'abord commencer par faire quelques rappels généraux sur Horizon Europe et
dans une première partie pour voir comment le cluster s'insère dans Horizon Europe. Et ensuite, je parlerai plus précisément de la logique d'intervention et comment nous avons développé le programme de travail. Slide suivante. On peut passer sur la slide suivante. Voilà. Donc ici, cette slide, je suis désolée parce que la plupart des slides sont en anglais. Donc celle-ci présente la vision générale pour Horizon Europe. Donc cette vision est développée dans les textes réglementaires, notamment le règlement qui définit Horizon Europe et la décision sur le programme spécifique qui ont été publiés au journal officiel de l'Union européenne le 12 mai, donc c'est assez récent. Et donc ici, c'est simplement un résumé de la vision qui a été développée avec des objectifs économiques, environnementaux, sociétaux. Ce qui est important, c'est que pour le cluster 6, nous sommes vraiment tout à fait au cœur de cette vision. Et en particulier, je voudrais souligner l'importance des objectifs de développement durable et du climat qui ont vraiment présidé à la préparation du programme de travail pour le cluster 6. Slide suivante. Cette slide présente la structure générale d'Horizon Europe, avec le premier pilier qui est centré sur la science d'excellence, le troisième pilier sur l'innovation, et nous sommes sur le deuxième pilier dans le chapitre problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne. Donc, c'est très similaire à ce qu'on avait déjà dans Horizon 2020. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Donc, il y a tous les clusters qui sont dans le deuxième pilier. Slide suivante. Alors, sur le budget pour Horizon Europe, est de 95,5 milliards pour la période 2021-2027. C'est une augmentation importante par rapport à ce qui est au budget de Horizon 2020. Et en plus, pour le cluster 6, nous avons l'augmentation budgétaire la plus importante parmi les clusters si on compare les domaines d'activité identiques entre Horizon Europe et Horizon 2020. Donc c'est vraiment une chance importante avec les financements européens que nous avons maintenant pour les sujets qui concernent le cluster 6. Slide suivante. Pour l'évaluation qui avait été faite de Horizon 2020 avait conduit à travailler de manière plus précise pour la préparation d'Horizon Europe sur certains sujets, en particulier l'innovation. C'est pourquoi dans Horizon Europe, on a créé le Conseil européen de l'innovation. Il y avait eu le besoin de travailler de manière plus approfondie et plus ciblée sur certains sujets, ce qui a conduit à la création des missions. On a maintenant dans Horizon Europe une nouvelle approche pour les partenariats et ça nous concerne de manière importante pour le cluster 6. La politique de sciences ouvertes, Open Science, a été renforcée. Il y a eu aussi une révision de la politique de coopération internationale. Et puis, un effort important sera fait pour ce qui s'appelle Spreading Excellence, l'élargissement de manière à ce que les entités dans les États membres qui participaient peu dans Horizon 2020 puissent participer de manière plus approfondie, plus large dans Horizon Europe. Slide suivante. Alors, donc, une chose importante, une innovation importante dans Horizon Europe, ce sont les missions, avec 5 domaines pour les missions, dont 3 touchent particulièrement des sujets qui sont en rapport avec le cluster 6. Et là, je voudrais mentionner l'adaptation au changement climatique, le domaine des missions aussi sur les océans et le domaine sur le sol,
Soil Health and Food. Donc ces 3 missions, bien sûr, auront des liens particulièrement importants avec le cluster 6. Slide suivante. En ce qui concerne les partenariats dans Horizon Europe, on a essayé de rationaliser, d'en limiter le nombre. Et donc, il y aura 3 types de partenariats dans Horizon Europe. Les partenariats européens coprogrammés, les partenariats européens cofinancés et les partenariats européens institutionnalisés. Pour le cluster 6, sur la slide suivante, on a ici un panorama de tous les partenariats qui sont proposés pour Horizon Europe et pour lesquels une décision a même été prise. Donc chaque colonne correspond à un cluster et la 4e colonne vous montre les partenariats du cluster 6. Pour le cluster 6, nous avons 2 types de partenariats. Un seul partenariat institutionnalisé, donc qui fait l'objet d'une décision réglementaire indépendante et pour lequel une structure particulière sera mise en place. Il s'agit du partenariat sur les solutions biosourcées, durables, inclusives et circulaires. Autrement, nous avons 7 partenariats dans le cluster 6 qui seront des partenariats cofinancés et dont je vous parlerai un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Slide suivante. En ce qui concerne la coopération internationale, je voudrais passer aussi assez rapidement sur cet aspect-là, mais il faut savoir que le cluster 6 est le cluster qui encourage le plus la coopération internationale. Si on regarde le nombre de sujets qui vont encourager la coopération internationale, le cluster 6 arrive en tête. Nous avons notamment des sujets très importants, des topics sur les défis globaux, par exemple la plateforme sur la biodiversité, des sujets en relation avec l'observation environnementale et le système GEOS, des sujets de coopération multilatérale, des partenariats plus ciblés aussi, par exemple avec l'Afrique. Certains sujets seront déjà ciblés sur l'Afrique. Il y a aussi des sujets qui prévoient des coopérations sur l'Arctique, l'Antarctique, donc un panorama assez large et donc quelque chose de très important pour le cluster 6. En ce qui concerne la science ouverte, je ne voudrais pas là non plus rentrer dans les détails, mais simplement attirer votre attention parce que c'est un sujet en pleine évolution. Il faut vraiment y prêter beaucoup d'attention pour la préparation des propositions. Donc, il y a un guide qui va être publié pour la préparation des propositions et il faut vraiment considérer ce sujet avec la plus grande attention, en particulier pour l'utilisation du European Cloud. C'est des choses qui compteront beaucoup dans l'évaluation des propositions. Slide suivante. Dans Horizon Europe, le plan stratégique a une importance considérable. On a maintenant l'obligation d'asseoir les programmes de travail sur les plans stratégiques et en particulier donc pour le premier programme de travail, on a travaillé en liaison constante avec ce qu'on avait préparé pour le plan stratégique. On ne s'est pas écarté du champ de ce plan stratégique, donc je voudrais vous inviter à lire le plan stratégique qui a été publié au mois de mars. Donc il est seulement en anglais, mais c'est une lecture importante. Et le plan stratégique définit la logique d'intervention sur laquelle est basée la structure des programmes de travail de Horizon Europe. Slide suivante. Le programme de travail contient... Excuse-moi Caroline,
Je Oui, t'interromps parce que apparemment les personnes ont du mal à voir les slides. Est-ce que c'est bien là du coup? Toi, tu arrives à... oui, en fait, peut-être sur ces slides qui sont des slides générales sur Horizon Europe, vous allez les retrouver facilement sur le website, je pense. Pour Non, la mais deuxième partie qui c'est juste concerne le pour club. le fait de bien voir à l'écran. C'est mieux Oui, maintenant. C'est parce que j'avais réduit mon ok, écran. Ok, d'accord. merci. Désolée. Alors, le plan stratégique contient des Key Strategic Orientations, 4, donc des orientations stratégiques clés qui sont très importantes puisque ce sont sur ces orientations stratégiques que la structure du Work Programme est bâtie. Le plan stratégique contient aussi l'identification des partenariats. On ne pourra pas développer de partenariats s'ils n'ont pas été identifiés dans le plan stratégique. Il identifie aussi les missions, parce que le règlement de base n'identifie que les domaines pour les missions, mais le plan stratégique identifie plus précisément les missions et il identifie également les domaines pour la coopération internationale. On a un très bon résumé, par exemple, pour le cluster 6 dans le plan stratégique de ce qu'on va faire dans le programme de travail. Et enfin, il y a des domaines, d'autres aspects spécifiques que je ne vais pas développer maintenant. Donc, slide suivante. Donc, le premier plan stratégique couvre la période 2021-2024, donc en principe 2 programmes de travail. On s'attend à ce qu'il y ait un deuxième plan stratégique qui couvrira la période 2025-2027. Donc ce plan stratégique a été préparé avec toutes les directions générales de la commission qui étaient intéressées. On a aussi consulté le Parlement, on a fait des consultations publiques. En principe, vous en avez peut-être entendu parler de ces consultations. Et on a également évoqué ce plan stratégique dans les Research and Innovation Days de 2019 et de 2020. Donc il a été adopté, comme je l'ai dit, en mars. Slide suivante. Il y a pour Horizon Europe une stratégie de mise en œuvre. Donc c'est important de savoir que ça existe, mais ce n'est pas stratégique pour le Work Programme lui-même. Mais on a quelques principes qui sont importants. Maximiser les impacts, une plus grande transparence et simplification, essayer d'approfondir les synergies avec les autres programmes européens et faciliter l'accès et, à travers la digitalisation et la dissémination. Donc cette stratégie peut être consultée également sur le website de Horizon Europe. Slide suivante. Horizon Europe va être assorti d'un programme d'évaluation assez sophistiqué. On va identifier ce qu'on appelle des chemins d'impact clés de 3 ordres, scientifiques, sociétaux et économiques. Et pour chacun de ces impacts, on aura une batterie d'indicateurs pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc tout ça, c'est important de savoir que ça existe parce que finalement, quand vous allez faire des propositions pour Horizon Europe, il faut avoir en tête qu'elles devront démontrer aussi bien les impacts à court terme qu'à moyen terme et comment tout ça va s'insérer dans des impacts à plus long terme. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que tout ça est lié. Slide suivante. Je pense que là, on est revenu en arrière. Voilà. Donc maintenant, je vais aborder plus précisément le cluster 6.
Le cluster 6, dans la base légale, il a 7 domaines d'intervention plus précis. Donc, dans la base légale, il est décrit comme le pôle alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Les 7 domaines d'intervention sont l'observation de l'environnement, la biodiversité et les ressources naturelles, l'agriculture, sylviculture et zones rurales, mer, océan et eaux continentales, systèmes alimentaires, systèmes d'innovation biosourcés dans la bioéconomie de l'Union et systèmes circulaires. Le budget pour le cluster 6 pour les 7 années, comme je vous le disais, est assez important. On est presque à 9 milliards d'euros. Le budget opérationnel sera de 8,4 milliards d'euros. Sur ce budget, une provision a été faite pour soutenir les missions. Cette provision est de 10%. Les missions auront un programme de travail indépendant qui est sous la compétence d'un autre programme, d'un autre comité de programmation. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a quand même 10% du budget du cluster 6 qui va aller à ces missions en principe. Et on a également fait une provision de 1 milliard d'euros pour le partenariat sur les solutions biosourcées. Donc il reste pour les 7 années un budget de 6,5 milliards d'euros. Donc sur cette slide, vous voyez un petit peu où on en est par rapport à l'ensemble de Horizon Europe qui couvre la période 2021-2027. Donc on a le premier plan stratégique 2021-2024 qui a été publié, qui approfondit de manière assez importante ce qui sera fait pour les transitions vertes et digitales, qui sont très importantes pour la Commission von der Leyen, avec aussi un aspect très important sur la résilience et recovery pour l'après-crise du Covid. La relance. La relance, voilà. La relance après Covid. Donc, vous voyez que le cluster 6 a une position stratégique en particulier pour la transition verte, mais pas seulement. Là, on a préparé le programme de travail 2021-2022. Il va être publié de manière imminente quand certains problèmes sur d'autres clusters vont être résolus. Donc, il est prêt. Et on va commencer à préparer le programme de travail 2023-2024. Et bien sûr, on attend les projets qui seront proposés. Slide suivante. C'est vraiment une caractéristique de Horizon Europe d'être basé sur la logique d'intervention. Et c'est pourquoi le programme de travail n'est pas structuré en fonction des domaines d'intervention de la base légale, mais il est structuré en fonction des impacts qu'on attend des projets de recherche. Et c'est pourquoi nous avons imaginé un système avec ce qu'on appelle des destinations. Donc, dans le programme de travail, dans le plan stratégique, on a identifié 6 impacts à long terme pour le cluster 6. Et le programme de travail est structuré en fonction de destinations qui correspondent à ces 6 impacts. Slide suivante. Et tout ça se rattache aux orientations stratégiques clés du plan stratégique dont je vous ai déjà parlé. Notre orientation stratégique principale, c'est la B, qui concerne la restauration des écosystèmes et de la biodiversité, et en lien avec la sécurité alimentaire et un environnement propre. Ça ne veut pas dire qu'on ne participe pas aux autres orientations stratégiques, mais c'est l'orientation stratégique principale sur laquelle le cluster 6 se rattache. Slide suivante. Ici,
Il s'agit de montrer la correspondance quasi parfaite entre les destinations qui ont été choisies pour le cluster 6 et les initiatives du Green Deal, du Pacte vert européen. Quand nous avons imaginé nos 6 impacts à long terme, on travaillait en parallèle avec les collègues qui définissaient le Pacte vert européen. Et à la fin, on s'est aperçu que finalement, on avait une grande correspondance. Par exemple, on a un impact sur la biodiversité et dans le Green Deal, il y a une initiative sur la stratégie de biodiversité pour 2030. Tout correspondait, sauf qu'on a dû scinder un impact en 2 destinations, puisque nous avions dans le même impact l'élimination de la pollution et l'économie circulaire. C'est pourquoi nous avons 7 destinations qui correspondent aux 6 impacts identifiés pour le cluster 6 dans le plan stratégique. Slide suivante. Donc ici, on montre comment nous avons traduit les 6 impacts du plan stratégique dans le Work Programme. Notre premier impact était sur le climat et il va se traduire par une destination sur les terres, les océans et l'eau pour l'action climatique. L'impact 2 concernait la biodiversité. Il se traduit par la destination sur la biodiversité et les services écosystémiques. L'impact 3, économie circulaire et lutte contre la pollution, va se traduire dans 2 destinations. La première sur l'économie circulaire et la bioéconomie, la deuxième sur l'environnement propre. L'impact 4 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle se traduit par une destination correspondant à l'initiative Farm to Fork que vous devez connaître. L'impact 5 sur un développement équilibré des zones rurales, côtières et urbaines va se traduire dans une destination qui correspond à cette thématique. Et nous avons un impact 6 sur des modèles de gouvernance innovants qui se traduit dans une destination modèle de gouvernance, observation environnementale, digitalisation, qui sont des domaines qui devraient appuyer le monitoring et la mise en œuvre de ces nouveaux modèles de gouvernance. Slide suivante. Donc ici, je voudrais faire un retour plus précis sur les partenariats du cluster 6 pour ce programme de travail et pour la durée du plan stratégique. Il y a un partenariat sur la biodiversité, un partenariat sur l'économie bleue, donc les océans et la mer, un partenariat sur l'eau, un partenariat sur la transition agroécologique, un partenariat sur la santé animale, un partenariat sur l'observation environnementale en lien avec une agriculture durable, un partenariat sur les systèmes d'alimentation. Tous ces 7 partenariats sont des partenariats cofinancés avec les États membres. Et comme je vous le disais, nous avons un partenariat spécifique sur les solutions biosourcées, qui est un partenariat institutionnalisé. Slide suivante. En ce qui concerne la première destination, biodiversité et services écosystémiques, le contexte politique, c'est le Green Deal, le Pacte vert européen, et principalement sa stratégie biodiversité pour 2030. Donc ici, j'ai indiqué l'impact qui correspond dans le plan stratégique. Donc qu'il s'agit de remettre la biodiversité sur un chemin vers une meilleure situation, enfin, un meilleur état de conservation et préserver les services écosystémiques partout.
Slide suivante. Donc, cette destination sur la biodiversité, elle est structurée en 5 chapitres. Le premier chapitre, comprendre le déclin de la biodiversité. Le deuxième chapitre, comment évaluer et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques. Troisième chapitre, la gestion de la biodiversité dans la production primaire. Quatrième chapitre, les changements transformatifs pour la biodiversité. Et le cinquième chapitre, sur la reconnexion de la recherche sur la biodiversité pour soutenir les politiques. Et là, on a en particulier le partenariat sur la biodiversité qui va commencer déjà en 2021. Slide suivante. Donc là, vous avez quelques statistiques sur le nombre de topics que nous avons proposés dans le programme de travail qui, je le rappelle, n'est pas encore publié. Donc, on a une majorité d'actions de recherche et d'innovation. On a 6 actions d'innovation. On a des actions de coordination et de soutien, 8. Et les autres actions se rapportent au partenariat sur la biodiversité. Et la slide vous donne le budget pour chacun des chapitres. Donc en bleu foncé, c'est le budget qui sera consacré en 2021 et en bleu plus clair, le budget qui sera consacré en 2022. Donc je pense que vous aurez l'accès à cette présentation après cet événement. Donc je vais peut-être pas lire tous les chiffres en détail. Slide suivante. Donc la deuxième destination concerne les systèmes alimentaires, de la production primaire à la consommation. Le contexte politique, c'est également le Green Deal. Le Green Deal, c'est le fil conducteur du cluster 6. Et là, plus particulièrement, la stratégie Farm to Fork, la politique agricole commune et la politique commune des pêches. Et l'impact qui est espéré, il s'agit d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en s'assurant de préserver l'environnement. Slide suivante. Donc cette destination est structurée en 4 chapitres. Le premier chapitre est consacré à l'agriculture durable. Le deuxième chapitre aux pêches et à l'aquaculture durable. Le troisième chapitre, la transformation des systèmes alimentaires afin d'atteindre une meilleure durabilité. Et il y a un chapitre consacré plus particulièrement à des coopérations ciblées internationales. Slide suivante. Donc là, vous avez de nouveau les statistiques sur le nombre de topics qui est proposé dans cette destination. Donc les 2 premières destinations sont les destinations où on a le plus grand nombre de topics et le budget le plus important. Donc vous voyez encore une fois une majorité d'actions de recherche et d'innovation pour ce premier programme de travail, des actions d'innovation également et des actions de coordination et de soutien et la répartition du budget sur les 2 années pour les 4 chapitres. Slide suivante. Donc la troisième destination concerne l'économie circulaire et les secteurs de la bioéconomie. Donc en plus du Green Deal, le contexte se réfère à un certain nombre d'initiatives. La stratégie industrielle de l'Union en particulier qui a été revue. Il y a une stratégie pour les petites et moyennes entreprises, un plan d'action pour l'économie circulaire qui a été revu, la stratégie pour la bioéconomie. Cette destination a aussi des liens avec la stratégie de la biodiversité, la stratégie Farm to Fork, la stratégie textile, plastique, etc. Et sans oublier les forêts. Donc l'impact dans le plan stratégique, c'est l'impact sur l'économie circulaire et la prévention de la pollution. Slide suivante. Donc cette destination est structurée en 4 chapitres. Un sur la transition vers l'économie circulaire, qui propose des topics qui abordent le sujet de manière assez générale.
Nous avons ensuite un chapitre sur les systèmes biosourcés et la bioéconomie, un chapitre sur les forêts et un chapitre sur les océans, l'économie bleue, les chaînes de valeur biotechnologiques en rapport avec la mer. Slide suivante. Donc, ici, nous avons une majorité d'actions d'innovation. C'est un petit peu lié au fait que pour l'économie circulaire, nous avons beaucoup d'actions qui devraient se concrétiser, qui devraient directement se traduire par des innovations dans l'économie. Je voudrais passer assez rapidement parce que l'heure tourne. La destination suivante, c'est la destination sur l'environnement propre et la prévention de la pollution, en lien avec l'ambition zéro pollution de la Commission, mais aussi de manière assez importante avec les objectifs du plan climat 2030. Donc l'impact qui correspond dans le plan stratégique est le même que pour la destination précédente. Slide suivante. Donc cette destination est plus petite que les précédentes. Elle n'est pas structurée en chapitres, mais tout de même, je voulais préciser qu'elle concerne l'arrêt des émissions de polluants vers les sols et l'eau, la protection de l'eau pour la boisson et la gestion de la pollution dans les eaux urbaines. Elle s'occupe aussi de la pollution dans les mers et les océans. Et il y a aussi plusieurs topics sur les performances environnementales et la durabilité des processus et des produits. Donc ici, vous avez de nouveau les statistiques sur cette destination. Slide suivante. Donc la 5e destination concerne l'action climatique. Dans Horizon Europe, le climat, en principe, la science climatique fait partie du cluster 5 qui inclut l'énergie, la mobilité et le climat. Toutefois, dans le cluster 6, étant donné les liens très importants avec les écosystèmes et également la nécessité pour les secteurs qui sont couverts par le cluster de réduire leurs émissions, notamment de dioxyde de carbone et de méthane, nous avons aussi prévu une destination climat dans ce cluster. Donc elle est en lien avec le premier impact que nous avons identifié pour le cluster 6 dans le plan stratégique. Slide suivante. Donc dans cette destination, nous avons des sujets qui concernent l'impact du changement climatique sur les terres et la mer. Nous avons des sujets qui concernent la gestion de l'eau. Et en particulier, ici, on a le partenariat sur l'eau qui va démarrer en 2021 ou 2022, pour les actions concrètes en 2022, je pense. Nous avons ensuite des actions qui concernent le renforcement des connaissances sur le lien entre océan et climat. Et nous avons une grosse partie qui va concerner la résilience de l'agriculture et des forêts, le potentiel de mitigation par les écosystèmes. Et dans cette destination, on va essayer d'avoir du déploiement à grande échelle et des solutions pour la mise en œuvre directe des connaissances qui ont déjà été, qui sont déjà là sur ces aspects-là. Slide suivante. Donc ici, vous avez les statistiques. Et donc, c'est une destination un peu moins importante que les destinations 1 et 2 en termes budgétaires, mais qui a une importance stratégique, puisque les objectifs climatiques de l'Union ne pourront pas être résolus sans l'apport des secteurs couverts par le cluster 6. Et la recherche a un rôle important à jouer. Slide suivante. Donc il nous reste 2 destinations,
cette destination concerne le développement rural. Nous avons aussi inclus le développement des zones côtières et des communautés urbaines parce qu'il y a un lien avec l'alimentation. Donc le contexte politique, c'est le pacte vert, la politique agricole commune et en particulier la vision à long terme pour les zones rurales dont vous avez certainement entendu parler. Donc ici, on rappelle également l'impact du plan stratégique. Slide suivante. Donc c'est une petite destination qui n'est pas structurée en chapitres, mais donc juste pour information, cette destination traite d'acteurs qui vont agir pour la transition, des solutions pour les communautés rurales, des communautés côtières, et ainsi que l'accès à l'alimentation dans les zones urbaines et périurbaines. Il y a également des aspects sur le tourisme récréationnel et les loisirs dans cette destination. Slide suivante. Non, il y a une erreur. Donc là, ce sont les statistiques. Je vais peut-être passer assez vite puisque le temps passe. Je voudrais juste arriver à la dernière destination qui a été structurée autour de la nécessité d'avoir des nouveaux modèles de gouvernance économique et l'apport que peuvent représenter le monitoring en particulier avec l'observation environnementale, les solutions digitales. Donc il y a tout un contexte avec les données d'observation de la Terre, l'apport que peut représenter Copernicus, etc. Il y a aussi la stratégie digitale de l'Europe et tout ce contexte est à prendre en considération pour les projets dans cette destination. Donc, comme je vous le disais, il y a un impact spécifique dans le plan stratégique. Slide suivante. Donc, nous avons dans cette destination 4 chapitres. Le premier chapitre concerne à proprement parler les modèles de gouvernance et en lien avec les politiques. Et c'est dans cette partie que nous avons développé le partenariat sur l'économie bleue. Nous avons un chapitre qui se rapporte précisément aux observations environnementales, un chapitre sur la digitalisation et les données, et un dernier chapitre qui concerne plus particulièrement AKIS, donc le système de connaissances et d'innovation pour l'agriculture. Slide suivante. Donc ici nous avons les statistiques pour cette destination qui est en termes budgétaires, c'est une grosse destination et nous avons une majorité d'actions de coordination et de soutien dans cette destination, mais nous avons également un nombre important d'actions de recherche et d'innovation et quelques actions d'innovation. Voilà, donc cette slide terminait ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je ferai de mon possible pour essayer de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Si vous êtes d'accord, je vais passer la parole à mes collègues du PCN parce que moi, j'ai pas pu lire les questions parce que j'étais occupée à passer les slides sur mon écran. Je vous laisse la parole. Oui. Bonjour. Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bien. Oui, donc c'est Vincent Massot du PCN. On a recensé un petit peu les questions qu'il y a eu tout au long de la présentation. Merci d'ailleurs pour cette présentation assez complète. Alors, on a des questions assez variées. Je propose de reprendre un petit peu dans l'ordre aussi des questions qui ont été posées.
Il y a des questions sur le programme de travail en lui-même. Donc, vous aviez annoncé qu'il y aurait peut-être un retard de publication, et donc il y a des personnes qui se demandent s'il y aura également des dates de dépôt des dossiers qui seront repoussées, puisqu'il y a des gens qui sont déjà en train de travailler sur des projets en montage. Oui, alors je peux confirmer qu'il y aura du retard. On a déjà du retard puisque en principe, aujourd'hui, on devrait déjà avoir la publication du programme de travail. Les problèmes qui sont à résoudre ne concernent pas le cluster 6, mais le programme de travail doit être publié, concerne tous les clusters, donc nous sommes pénalisés par ces problèmes. Et évidemment, on va essayer de repousser la date pour la soumission des projets. C'est quelque chose qui est en cours. Nous sommes évidemment dans une situation délicate puisque la situation change de jour en jour, mais nous sommes en contact avec l'agence exécutive pour repousser la date. Je ne peux pas vous dire quelle sera la date définitive, mais on a bien pris conscience qu'une date de soumission début septembre était difficile à envisager, puisque nos autorités budgétaires considèrent qu'un minimum de 3 mois entre la date de publication du programme de travail et la date de soumission est nécessaire. Donc, c'est quelque chose qui est pris en considération. Ok, merci. Alors, il y a ensuite, on va dire, différents groupes de questions. Il y a une question un petit peu précise sur la durée des projets, ça je peux me permettre d'y répondre. Donc, globalement, c'est entre 3 et 5 ans selon les nécessités de l'appel. Ça, c'est à vous d'adapter votre réponse et la durée du projet en fonction de l'appel. Et ensuite, il y a des questions sur les missions et sur les partenariats. Sur les missions, il vous est demandé des précisions sur quand ces missions vont apparaître, vont être mises en œuvre et comment, et puis avec quel budget, donc comment répondre peut-être à des appels. Et puis ensuite, il y a également des questions sur les partenariats, sur comment rejoindre un partenariat, des précisions sur les différents types de partenariats, et puis où les trouver dans le programme de travail, s'ils apparaissent dans le programme de travail ou s'ils apparaissent ailleurs. Ensuite, il y aura des questions plus thématiques, mais peut-être je peux vous laisser déjà répondre à ces premières questions. Alors, en ce qui concerne les missions, il y a pour 2021 un programme de travail qui concerne la phase de lancement des missions. Donc, ce programme de travail est relativement court et il concerne surtout des actions de coordination et de soutien et de préparation. Je ne suis pas une experte sur les missions, mais donc c'est ce qui est prévu pour 2021. Le programme de travail des missions est dans le domaine de compétences du comité de programmation stratégique, donc le comité de programmation horizontal. Par contre, le financement, il vient des clusters. Donc, c'est ce que je vous ai montré quand j'ai présenté le budget. 10% du budget est mis de côté pour financer les missions. Et pour 2022, il y aura un programme de travail de mise en œuvre des missions qui sera plus important. Là, je ne peux pas vous en dire davantage aujourd'hui, mais ce programme de travail va être discuté dans les semaines, dans les mois qui viennent avec le comité de programmation stratégique. Pour les partenariats, en fait, donc vous avez vu que la plupart des partenariats sont des partenariats cofinancés avec les États membres. Donc là, je pense que la solution la plus simple, c'est de vous adresser aux autorités nationales pour voir comment rejoindre ces partenariats. Voilà. Je ne suis pas non plus une spécialiste des partenariats, mais ah oui, les partenariats, ils font l'objet d'un topic particulier dans le Work Programme. Donc, comme je vous disais, le partenariat sur la biodiversité
et le partenariat sur l'eau, ils font l'objet de topics déjà dès 2021 et 2022. Et le partenariat sur les océans, il va apparaître pour 2022. Et les autres partenariats cofinancés, ils apparaîtront dans le deuxième programme de travail. Et ils sont financés avec des allocations annuelles du cluster 6. Et en ce qui concerne le partenariat sur les solutions biosourcées, comme c'est un partenariat institutionnalisé, il fonctionne avec son propre comité, son propre programme de travail et il est financé par le cluster 6. Si je peux préciser Oui. les éléments pour les partenariats, en fait, les partenariats cofinancés par les États membres se rapprochent vraiment beaucoup du fonctionnement des ERANET dans la programmation précédente. Donc, pour rejoindre un partenariat, entre guillemets, c'est les instances qui vont rejoindre les partenariats sont des agences de financement et ensuite qui vont ensuite lancer des appels à propositions, des appels à projets et la communauté de recherche et d'innovation pourra répondre à ces appels. Donc, il y a deux phases en fait dans les partenariats. Il y a le montage du partenariat en tant que tel avec les autorités pertinentes dans chaque État membre. Donc, chez nous, typiquement l'ANR, et qui lancera ensuite des appels transnationaux auxquels les communautés de recherche pourront répondre. Vincent, je te redonne la parole. Alors, il y a ensuite des questions qui sont plus, qui concernent plus directement le programme de travail et comment répondre un petit peu aux appels. Alors, il y avait la question de est-ce qu'un projet peut répondre à plusieurs destinations? Là, je peux répondre peut-être directement. L'idée, c'est qu'un projet répond à un topic, donc à une question particulière. Après, celle-ci peut couvrir différents domaines et qui peuvent éventuellement aller sur des destinations qui peuvent être différentes, mais normalement, le topic adresse une problématique liée à une destination. Ensuite, il y a des questions sur comment associer les citoyens au projet. Il y a une question thématique sur les biocarburants. Est-ce que la question des biocarburants entre dans la destination sur la bioéconomie circulaire? Il y a une question sur la toxicité des polluants. Est-ce que les questions de recherche, donc amont, rentrent dans la destination zéro pollution? Et puis ensuite, il est demandé également des liens, les liens qui peuvent être faits entre le programme de travail du cluster 6 et l'EIT. Voilà, notamment ces questions-là. Oui, donc la première question concernait la possibilité d'adresser plusieurs destinations. Effectivement, on peut adresser plusieurs impacts. Pour certains topics, c'est même souhaité d'avoir une vision systémique, mais pour être pragmatique, je dirais, pour passer le passage de l'évaluation, il faut se concentrer sur un impact et une destination principale. Parce que c'est comme ça qu'a été construit le programme de travail. Après, comment associer les citoyens? Là, je dois dire que c'est une question qui mériterait toute une séance. C'est assez difficile. Là, les missions en particulier travaillent énormément sur l'association avec les citoyens. Donc, c'est un sujet très important. Il y a différentes manières. Il y a évidemment la possibilité de collecter des données auprès des citoyens, de données d'observation. On a un topic sur l'observation environnementale qui associera les citoyens. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Je dirais c'est un petit peu topic par topic. Mais vraiment, si vous avez
l'intention, si vous avez des projets avec les citoyens, regardez ce qui se fait du côté des missions parce qu'ils sont vraiment à la recherche de moyens pour toucher les citoyens. En ce qui concerne les biocarburants, je vous conseillerais, je vous orienterai vers le cluster 5 qui concerne le climat, la mobilité et l'énergie. Donc l'aspect des biocarburants, c'est plutôt chez eux. La toxicité des polluants, c'est couvert par le cluster 6. Je pense qu'il y a des sujets qui couvrent déjà cet aspect-là et c'est quelque chose qui peut être renforcé dans le prochain programme de travail. Donc c'est intéressant d'en discuter maintenant. Et puis, vous me demandez quels sont les liens entre le programme de travail du cluster 6 et l'EIT. Donc, en fait, l'EIT devrait prendre en compte certains domaines qui sont déjà à un état de maturité assez avancé dans les clusters. Bon, après, des liens plus spécifiques, j'ai du mal à vous en donner maintenant, mais on travaille à ce qu'on ait vraiment un suivi des sujets qui sont couverts par les clusters. Après, dans les domaines, dans le pilier innovation. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions, mais je peux difficilement vous en dire plus là-dessus. Merci pour ces réponses. Il y a des nouvelles questions qui apparaissent, notamment une sur les solutions basées sur la nature, savoir dans quelle destination elles rentrent pour lutter contre les risques et l'adaptation au changement climatique. Et puis, il y en a une également sur les matières premières biosourcées à partir d'une usine éco-efficiente. Est-ce que cela rentre plutôt sur la partie économie circulaire ou sur la partie zéro pollution? C'est des questions assez précises. En ce qui concerne les solutions basées sur la nature, on a des sujets dans différentes destinations, et pas seulement dans la destination biodiversité et services écosystémiques, parce que justement, on veut montrer que ce sont des solutions pour adresser les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Donc, si ma mémoire est bonne, on a au moins un sujet dans la destination 6 sur les zones, sur le développement rural, côtier et des zones urbaines. Mais évidemment, on peut avoir des solutions basées sur la nature un peu dans tous les domaines. Et par principe, dans Horizon Europe, nous définissons l'impact qu'on veut atteindre dans le programme de travail, mais ce sont les propositions qui doivent suggérer la manière d'atteindre ces impacts. Donc, sur certains sujets, on peut arriver en disant, ben voilà, moi je propose d'atteindre cet impact avec des solutions basées sur la nature. C'est tout à fait envisageable. Donc, c'est pas parce que certains sujets ne mentionnent pas les solutions basées sur la nature qu'elles ne peuvent pas faire partie d'une proposition. Et en ce qui concerne les matières premières biosourcées, nous avons des sujets dans les deux destinations, même dans d'autres destinations. Nous avons des sujets dans la destination sur l'économie circulaire. Nous avons des sujets dans la destination sur la lutte contre la pollution. Et nous avons également un certain nombre de sujets dans la destination sur les nouveaux modèles de gouvernance. On a quelques sujets assez importants sur la bioéconomie. Voilà. Merci pour ces réponses. Je pense qu'on a fait plutôt le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je demande également l'avis de mes collègues si je suis passé à côté de certaines questions. Ne pas hésiter à prendre la main.
Merci Vincent, merci à tous les collègues et surtout merci, un grand merci à Caroline pour cette présentation très complète pour la présentation du premier programme de travail. Donc effectivement, comme le programme n'est pas publié, on a encore des réserves sur ce qu'on peut dire ou pas aujourd'hui, mais donc on espère que le programme de travail sera publié bientôt. Moi, la date que j'ai en tête, c'est le 22 juin, donc on verra si ça va être tenu. Mais on espère que ça sera à cette date et que vous pourrez avoir accès rapidement au texte définitif. Donc, je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes, le temps que le prochain intervenant nous rejoigne, pour un témoignage sur la participation d'une petite entreprise à un projet Horizon 2020. Donc, d'habitude, on a l'habitude de voir plutôt des coordinateurs de gros projets, des académiques qui viennent présenter, mais là, ce sera une petite entreprise qui nous présentera sa participation à un projet européen. Donc, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et rendez-vous dans 10 minutes pour la présentation. Merci et encore merci à Caroline. Donc, notre invité suivant est déjà en ligne, un peu en avance. Donc, merci beaucoup, Monsieur Christophe Trespech. Comme j'ai proposé une pause, je propose qu'on maintienne la pause de 5 minutes, si les gens ont envie d'aller prendre un café ou d'aller se dégourdir les jambes, si vous êtes d'accord. Donc, on reprend à 11h10. Si ça marche. Merci beaucoup. Ouais, il n'y a pas de problème. À tout de suite. À tout de suite.
Bien, je vous propose de recommencer cette présentation par le témoignage de M. Christophe Trespeuch. J'espère que je prononce bien. Christina, est-ce que tu veux présenter notre intervenant? Est-ce que tu le peux Bien sûr. mieux que moi? Vous m'entendez déjà? Oui, parfait. Bonjour à tous, donc Christina Cassian, membre PCN du cluster 6. J'ai le plaisir de vous présenter donc Monsieur Trespeux, qui est une associée fondateur de l'entreprise Mutatech. Donc, Monsieur Trespeux est plus particulièrement en charge de recherche de financement et recherche de partenariat pour son entreprise, qui est une petite TPE située dans le sud de la France, plus précisément donc à Avignon. Et Monsieur Trespeux a un double parcours, donc il est vétérinaire, mais il a aussi une formation dans tout ce que c'est durabilité des systèmes agroalimentaires. J'espère que j'ai bien présenté votre parcours, Monsieur Trespeux, et je vous laisse la parole pour nous parler d'un projet dont vous êtes partenaire et dont vous allez nous le présenter plus en détail, voilà, comme un retour d'expérience. Merci. Oui, merci, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien, parfait. Bon, ça c'est très bien. Au niveau de la présentation, c'est vous qui la diffusez ou c'est moi-même qui partage mon écran? Je peux le faire si besoin. Après, si vous souhaitez la présenter vous-même, c'est parfait aussi. Ouais, je l'ai là, donc le cas échéant, partage. C'est bien, on voit bien l'écran. Affichage, mode plein écran. Voilà. C'est bien comme ça? Parfait. Bon, super. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vais en quelques minutes partager notre expérience à Mutatech sur un projet organisé en consortium et qui a été effectivement lauréat d'un appel à projet Horizon H2020, donc avec un financement européen qui est venu couvrir une partie très significative de ce projet. Pour un peu introduire ce projet, je vais aussi vous expliquer un petit peu qui on est, Mutatech, et quel est un peu notre métier. Donc il y a quelques slides en anglais et d'autres en français parce que j'ai été assez sollicité pour faire ce type de présentation et donc veuillez m'excuser de cette présentation hybride, mais je pense que vous allez tous vous y retrouver assez facilement. Mutatech, c'est une entreprise privée fondée en 2015. Je suis un des associés fondateurs et dont le métier, c'est l'élevage d'insectes et particulièrement la bioconversion par les insectes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet élevage d'insectes a un objectif en particulier, c'est de convertir, de transformer, de recycler ce qu'on va appeler du gaspillage alimentaire, un certain nombre de biomasses qui peuvent être des invendus, qui peuvent être des coproduits, qui peuvent être des écarts de production ou des coproduits de l'industrie agroalimentaire. Et grâce à ces insectes, et cet insecte en particulier, qui est une petite larve de diptère, qui est la larve de mouche soldat noir, on va pouvoir transformer et valoriser finalement ces biodéchets qui n'étaient pas valorisés ou faiblement valorisés en ingrédients naturels et durables pour la nutrition animale. Puisque effectivement, ces larves qu'on voit sur la photo, là il y a une photo de larves déshydratées dans le petit encart en haut à droite, on va les déshydrater et on va en extraire la graisse d'un côté et récupérer une poudre protéique de l'autre, c'est ce qu'on voit en haut à droite, qui sert en fait
à l'alimentation animale, en particulier l'aquaculture, la volaille, le porc, le chien, le chat, et c'est une source de protéines particulièrement intéressante pour sa qualité nutritionnelle, d'une part, et d'autre part, par rapport au caractère durable du concept d'élevage d'insectes. On est installé dans le sud de la France, à proximité d'Avignon, et effectivement, on est une petite entreprise en nombre de personnes et en taille, puisqu'on est une douzaine de personnes, même si nous avons à notre capital un certain nombre d'acteurs industriels. Le projet NextGen Protein que je vous présente, en fait, il a vocation à encourager, supporter et mettre au point de nouveaux types de production de protéines plus durables et alternatives. Donc, dans ce projet, tel qu'il a été défini au départ et tel qu'il se déroule, il y a des protéines issues de micro-algues, donc ça ne concerne pas directement Mutatech, des protéines issues de fermentation unicellulaire et des protéines d'insectes. Et là, pour le coup, ça nous concerne en particulier, nous, pour la nutrition animale, puisque c'est ça la vocation de valorisation. Et il y a aussi même un autre partenaire qui fait aussi de l'élevage d'insectes, un insecte différent, et qui, lui, va travailler plutôt sur l'application en nutrition humaine. Voilà. Et donc, le projet sert à accompagner la recherche et les acteurs privés dans le but de pouvoir changer d'échelle, valider les applications, sensibiliser le consommateur à ce nouveau type de projet, et puis bien mettre en avant la durabilité avec, par exemple, des analyses de cycle de vie, des choses comme ça. Alors, assez classiquement, un projet comme celui-là, il est articulé, monté autour de ce qu'on appelle des work packages. Là, dans le cas présent, on en a 8. Et Mutatech est assez impliqué en fait sur l'ensemble de ces work packages. Donc ça, c'est un élément aussi que je souhaitais partager avec vous, c'est-à-dire que même si notre métier, c'est la production de protéines d'insectes, à travers un travail en consortium comme celui-là, on va être impliqué à toutes les phases, dans tous les groupes de travail et à quasiment toutes les réunions. Donc voilà, ça part des aspects réglementaires, innocuitaires et juridiques, où là, nous, on a notamment, par rapport à nos 7 ans d'expérience, une réelle valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos partenaires. Le Work Package 2, où là, on est vraiment un acteur central, puisqu'il s'agit de produire et d'optimiser la production de ces protéines, avec 2 applications, le Work Package 3 en alimentation humaine et le Work Package 4 en alimentation animale. Ensuite, il y a des Work Packages un petit peu plus transversaux ou d'appui avec le 5 qui va étudier les opportunités de marché et les potentialités. Le 6 qui est exclusivement consacré à l'évaluation de la durabilité. Le 7 qui concerne la dissémination, la diffusion, l'exploitation des résultats qui sont générés dans le cadre de ce consortium et l'implication des parties prenantes. Et enfin le 8 qui est très transversal et qui va concerner la gestion du projet. Un autre élément que je souhaitais partager avec vous, c'est la richesse et la diversité d'acteurs qu'on peut retrouver dans un consortium qui fonctionne. Je pense que c'est une des clés ou un des objectifs au départ des structures qui ont souhaité monter un projet comme ça, c'est d'aller trouver vraiment toutes les compétences à travers l'Europe, avec des acteurs qui viennent de pays divers. Il y a, je crois, 9 ou 10 pays représentés dans notre consortium et plus d'une vingtaine d'acteurs. Donc, dans le carré vert, là où nous nous trouvons, ce sont les producteurs de protéines. À droite de ce carré vert, on va retrouver un certain nombre d'acteurs de la formulation d'aliments pour les animaux, importants en Europe et dans le monde. Et un certain nombre d'acteurs dont le métier est la production de poissons ou la production de volailles. Donc des noms comme Amadori, Aquascot, Mowi, Naturaleva, ce sont des industriels de ces métiers-là.
Un peu plus à droite, on va retrouver Waitrose & Partners, qui, lui, est un réseau de distribution de grandes surfaces au Royaume-Uni et qui a la particularité d'être plutôt dans le premium et plutôt très innovant sur les questions d'offres alternatives et durables. Et puis dans le carré rouge, dans le rectangle rouge en bas, ce sont les acteurs qui vont être plus là pour faire des démonstrations scientifiques, pour gérer le projet dans son ensemble, ou pour apporter des compétences très spécifiques sur, je le disais tout à l'heure, la durabilité, l'analyse de vie. Voilà, on a un acteur notamment académique qui est l'Université de Bologne. Alors, comme je le précisais un peu dans mon intervention, on intervient, nous, à quasiment tous les niveaux du projet et dans tous les work packages, donc sur les parties réglementaires, innocuité, juridique, parce qu'on a une certaine expérience de cela. Bon, assez tôt, on s'est intéressé et nous-mêmes avons fait pas mal d'expérimentations là-dessus. Évidemment, sur la production et la distribution de farine d'insectes ou de protéines animales transformées dérivées d'insectes. Sur les aspects applicatifs, puisque nos produits, une fois qu'on va les expédier à nos partenaires du consortium en Italie ou en Norvège, on va quand même travailler en coordination et en partenariat pour quelle quantité on met, sur tel type de poisson, à tel âge, telle espèce. Et enfin, sur les opportunités marché et les potentiels business également, on est assez impliqué puisque nous sommes déjà sur le marché, nous commercialisons une partie de notre production. Voilà. Et sur les aspects durabilité, c'est des aspects plus techniques où il y a un partage d'informations plus industriel et lié aux outils qu'on utilise et aux techniques de production au sens propre. Voilà, que retenir de ce témoignage après 18 mois, hein, puisqu'on a démarré 18 mois. C'est un projet dont le budget avoisine les 9,4 millions. La contribution financière de l'Union européenne est à hauteur de 8 millions d'euros. Vous voyez, c'est extrêmement élevé par rapport au coût du projet. C'est un projet qui dure 48 mois. Le consortium, nous, on l'a rejoint en étant sollicité. On était quasiment, d'ailleurs le consortium était déjà vraiment monté à 80 ou 90% et il manquait, ce qui est peut-être le plus dur à trouver sur ce projet-là, des acteurs de la production d'insectes qui soient intéressés, disponibles et suffisamment solides, entre guillemets, pour pouvoir être présents et durer sur un projet comme celui-là, parce qu'on est quand même sur une toute nouvelle filière, nous. On a été contacté en même temps sur d'autres projets, donc j'insiste là sur l'importance d'être visible en fait. Hein. On a une communication, donc une communication assez entre guillemets limitée, mais qui est présente sur les réseaux sociaux, via notre page web, et en particulier à l'époque où on a rejoint le consortium, on participait à de nombreuses conférences, ce qui probablement a accentué cette visibilité. Ce qui est crucial pour la réussite d'un projet comme celui-ci, c'est évidemment qu'il y ait un coordinateur qui ait une certaine habitude de ce type de montage et de ce type de relation avec le financeur européen. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc là, nous, dans notre cas, c'est une structure qui s'appelle Matis, qui est basée en Islande, qui s'occupe de ça et qui est un pilier vraiment du bon déroulement du projet. On est amené au moment où on dépose le dossier dans l'objectif d'être lauréat à apporter quand même des éléments techniques et financiers, nous, Mutatech, de façon significative. Donc il faut passer un petit peu de temps à rédiger, à partager, à échanger, à saisir en ligne. Un certain nombre d'opérations se font en ligne directement sur le site de la Commission européenne. Et puis, comme dans tout projet, la mise en œuvre se fait à travers des réunions. Alors, en physique, à une certaine époque, en novembre 2019, on espère qu'on va pouvoir y revenir parce que c'est quand même un élément facilitateur. Et donc, on a une réunion annuelle et puis des réunions techniques plus régulières, mensuelles souvent, où on va échanger ensemble afin de s'assurer qu'on ne va pas avoir de contretemps, qu'il n'y a pas de difficultés particulières, etc. Enfin, nous sommes soumis à un reporting technique et financier, ce qui est bien normal, assez exigeant, sur une base d'une fois tous les 6 mois.
Et là, on vient de faire le reporting de 18 mois où, d'ailleurs, j'ai rentré directement les données sur le site de la Commission européenne. Voilà, donc l'intérêt que nous, on y trouve, c'est que ça contribue à notre développement, hein, à travers un petit financement qui va venir couvrir une partie des temps passés dans notre développement, qui va concourir à l'achat de certains équipements. Sur ce projet-là, on est quand même plutôt sur un support financier au temps passé. L'autre intérêt, c'est la création de données liées à nos produits, c'est-à-dire que dans le cadre de ce projet, on va pouvoir lancer des essais et faire des essais applicatifs sur le saumon, sur la dorade, en volaille. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà par ailleurs, mais c'est toujours intéressant de le faire avec de nouveaux partenaires. Et puis, la possibilité d'avoir des coopérations à travers ces mises en contact, en fait, au sein du consortium, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des acteurs industriels majeurs qui sont nos clients de demain. Et également, ça nous donne l'opportunité de démarrer les collaborations avec des acteurs de la recherche à l'international, dont l'Université de Bologne. Voilà, donc je vous ai mis à droite les photos, vous voyez un peu là le nombre de personnes concernées, ou en tout cas invitées à participer à des réunions annuelles, c'est assez significatif. On l'avait fait en présentiel, là c'est une photo en Islande en haut, et puis malheureusement à distance lors de la dernière réunion de novembre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis j'essaierai de répondre à d'éventuelles questions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Trespeux, pour cette présentation fort intéressante qui montre comment l'activité d'une entreprise peut créer des synergies avec un consortium de 20 partenaires, vous avez mentionné, donc c'est un très, très grand partenariat. Il y a une question dans le chat de la part de Madame Fressinet-Catherine qui pose une question assez complexe. Donc, elle demande déjà confirmation s'il s'agit bien d'une Innovation Action. Et ensuite, elle se pose la question sur le modèle économique que vous avez élaboré. Donc, je suis désolée, j'ai perdu la... Voilà, si vous avez un accord des royalties, voilà. Donc, quel modèle économique vous avez proposé et accord de commercialisation, quel délai pour la commercialisation à l'issue du financement? Avez-vous pensé à un partage de royalties qui commercialise et porte le marché à l'issue du financement? Comment les partenaires académiques contribueront après la fin du projet? C'est une question assez complexe. Il y a beaucoup de questions dans cette question. Effectivement. Est-ce que c'est une innovation action? Je ne sais pas, au sens de la réglementation ou au sens des différentes sources d'aide au financement. Je ne saurais pas répondre de façon stricte, mais j'aurais plutôt tendance à répondre oui. Tous les projets auxquels on a postulé, on est dans ce type de classification parce qu'on est vraiment pleinement dans l'innovation. Hein. La filière insecte, c'est quelque chose qui est émergent. Les premiers acteurs se sont lancés à peine il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, les premières fermes d'insectes commencent tout juste à produire. Donc, il y a beaucoup d'éléments encore de démonstration à faire et d'amélioration en termes de productivité, en termes de choix zootechniques. C'est quelque chose qui va prendre encore, je pense, quelques années. Après, on est sur un projet comme ça, quand même très très rapidement dans l'applicatif, hein, puisque on va jusqu'à la commercialisation. Nous-mêmes, nous commercialisons déjà. Alors, c'est pas forcément le cas des trois autres producteurs de protéines que j'ai mentionnés, qui sont peut-être un peu plus en amont sur des TRL un petit peu moins élevés. Nous, on est déjà sur la commercialisation. Donc, en fait, sur un projet comme ça nous aide à faire un peu la bascule et à être un peu plus équipé, un peu plus efficace pour pouvoir faire cette bascule jusqu'au marché. Donc, voilà, à titre d'exemple, vous pouvez voir aujourd'hui dans les supermarchés certaines volailles qui sont nourries aux insectes, certaines truites nourries aux insectes, etc. Le modèle économique, alors c'est un petit peu difficile de le partager parce que c'est quand même des éléments assez confidentiels dans une entreprise, mais je peux quand même en dire deux mots. L'idée étant de mettre au point
ces fermes d'insectes d'un point de vue technique, et c'est quelque chose d'assez complexe, hein. Il n'y a pas de livre qui va venir vous expliquer comment on élève la larve de mouche soldat noir à l'échelle industrielle et comment on la transforme de sorte à avoir des produits sains, sûrs et durables. Donc il y a toute cette mise au point. Une fois cette mise au point faite, on est dans le changement d'échelle. Nous, on est pleinement dans le changement d'échelle puisqu'on a un outil qu'on est en train d'investir et de démarrer, hein, d'investir physiquement. On va faire notre déménagement dans une semaine dans ce nouvel outil flambant neuf pour l'entreprise. Et puis, une fois la démonstration technique faite à grande échelle, l'idée, c'est de répliquer ce type de choses, ce type d'outils en France, et en Europe et en dehors de l'Europe. Donc, si je devais faire un peu une comparaison pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, c'est qu'il y ait quasiment après autant de développement de fermes d'insectes qu'il y a aujourd'hui de fermes de volailles en France ou en Europe. Donc voilà un petit peu l'idée. Sur les royalties, on n'est pas aujourd'hui engagé vis-à-vis de nos partenaires du consortium, parce que c'est un peu, je pense, le sens de la question. On n'est pas engagé au moment où on commercialisera, à reverser une partie de notre chiffre d'affaires à nos partenaires, hein. Il n'y a pas de système comme ça aujourd'hui utilisé dans le consortium. Peut-être que dans d'autres consortiums, c'est le cas, ou dans des accords un peu plus bilatéraux, ou avec des effectifs réduits. Là, on est 21, ça serait probablement inopportun et assez complexe à mettre en œuvre. Donc, ça n'a pas été un sujet. Voilà. Et puis sur les partenaires académiques, on fait des travaux avec eux. On en faisait déjà et on en fait avec d'autres qui sont pas du tout dans ce consortium. Donc, ça fait vraiment partie, je pense, de la richesse de ce qu'on sait faire, c'est d'avoir été capable de travailler avec des chercheurs de l'INRAE en France, des chercheurs en Italie, des chercheurs dans le nord de l'Europe. Donc, on multiplie ce genre de travaux dans le projet et à l'extérieur du projet. Et ces coopérations ont vocation à perdurer à partir du moment où elles sont qualitatives et qu'elles nous amènent à des résultats, ont vocation à perdurer au-delà du projet. Merci pour cette réponse que j'espère a été assez complète pour Madame Fraissinet. Merci. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous aviez auparavant participé à un projet européen? Et si demain on vous sollicite pour participer à un projet, est-ce que vous seriez partant ou est-ce que vos ressources sont limitées et vous vous consacrez pleinement à ce projet avant d'engager un autre? Non, Multatech, c'est une entreprise assez jeune, donc c'était la première fois qu'on se lançait dans un projet comme ça. Donc c'est une expérience vraiment, je trouve, assez intéressante, voilà, où le fait d'être réunis comme ça à 21, c'est stimulant. Alors ça aurait pu être, je pense, mieux sur les 18 premiers mois, mais comme plein d'autres choses dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle, si on n'avait pas été impacté par le Covid, donc on a une vision forcément un petit peu biaisée puisqu'on a fait que du travail à distance sans se revoir les uns les autres. Alors que moi, je pense vraiment que la richesse de choses comme ça, de travaux comme ça, c'est les rencontres, c'est les réunions de travail, les visites. Voilà, donc je crois que sur les 4 ans, il y en avait une dizaine de prévues, on en est à une, alors qu'on a déjà quasiment arrivé à la moitié du projet. Donc voilà, on reste un peu chacun chez nous, mais c'est comme tout le monde. Non, nous on est très ouverts à l'idée de participer de nouveau à des projets avec notre niveau de maturité, puisqu'on n'est plus au même stade qu'il y a 2 ans. Donc il faut que ce soit effectivement des projets qui fassent sens
pour le futur déploiement de nos fermes. Donc, est-ce que c'est à travers l'angle des aspects d'optimisation, par exemple, de ce qu'on sait faire déjà? Mais globalement, oui, même si c'est parfois un petit peu chronophage, je pense que c'est des projets qui sont quand même assez intéressants et des vitrines assez intéressantes. Donc, on est plutôt ouvert à regarder même de nouveaux horizons avant même que celui-ci se clôture. Ok, merci. Donc là, il y a une réponse. Effectivement, le projet Next Gen Protein est financé sur la ligne H2020 SFS 2019-1. Il s'agit bien d'une action d'innovation. On le voit bien avec le type de partenariat. On voit qu'il y a beaucoup de partenaires du privé, des entreprises, beaucoup d'entreprises. Donc, c'est vraiment typique d'une action d'innovation pour ce type de projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Trespeux? Je n'en vois pas d'autres. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage et donc bonne chance au projet Next Gen Protein et de futurs éventuels projets sous Horizon Europe. Merci beaucoup pour cette présentation et pour votre temps qui est assez bien employé, j'imagine, avec tous ces projets. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose de passer à la dernière séquence de ce webinaire qui est la présentation du PCN, PCN qui s'intitule Bio-environnement. Et donc, c'est Vincent Massot qui va vous présenter ce nouveau consortium du PCN. Bonjour, j'espère que vous voyez la présentation. Oui, on voit. Vous la voyez, c'est parfait. Je vais effectivement, on va terminer la matinée par une petite présentation assez rapide du point de contact national qui est en train de se mettre en place. Le réseau en lui-même est en train de se mettre en place et dans notre cluster notamment. Donc, pour vous expliquer un petit peu quelles sont nos missions et comment on se situe, puisque nous sommes donc des interlocuteurs privilégiés pour vous, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez besoin d'aide pour participer donc à ces programmes, ces grands programmes de financement de la recherche et de l'innovation. Alors, le point de contact national, il y a toujours eu au cours des programmes cadres précédents, mais depuis 2018, en fait, il y a eu un plan d'action national qui a été décidé et qui a commencé donc à être mis en œuvre, qui est autour de 3 axes qui sont incités, donc incités à la participation, accompagnés également, et puis influencés, donc pour renforcer notamment le positionnement des équipes françaises dans les programmes. Donc il y a un certain nombre de mesures, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notamment, il y avait le fait de réformer et de renforcer le réseau des points de contact nationaux, entre guillemets, de professionnaliser ce réseau et de donner plus de poids, pour pouvoir améliorer donc son déploiement. Donc voici le schéma global de l'accompagnement entre vous, communauté de recherche et d'innovation, vous situez en bas de la diapositive, et la Commission européenne donc, qui publie ses programmes de travail et qui va également mettre en œuvre l'évaluation des appels à projets et puis donc le financement des projets. Entre ces deux niveaux, il y a différents intervenants. Il y a les représentants français dans les comités de programme, qu'on appelle donc des RCP, qui sont les représentants français auprès de la Commission européenne dans l'élaboration des comités de programme. Donc, ils ont pour vocation de discuter, de porter la position française et de discuter donc avec les communautés
à travers notamment les groupes thématiques nationaux, vous voyez sur la gauche, donc qu'ils co-animent, et ces groupes thématiques nationaux qui sont un lieu d'échange et de consultation, à la fois pour les comités de programme, mais aussi pour l'ensemble des consultations européennes et nationales, eh bien pour élaborer la position française et porter évidemment toutes les thématiques qui sont celles des équipes françaises, quel que soit leur domaine, quel que soit qu'elles soient publiques ou privées également, quelle que soit vraiment leur taille. Donc tout le monde a la possibilité de participer à ces groupes thématiques nationaux et de faire entendre sa voix. C'est vraiment un lieu d'échange. À côté de ça, donc il y a les points de contact nationaux qui ont pour vocation de co-animer donc avec les RCP, les groupes thématiques nationaux, mais aussi d'informer et de sensibiliser au sens large l'ensemble des communautés de recherche, de développement et d'innovation. Donc l'idée, c'est de vraiment cibler l'ensemble des parties prenantes. On a vu que dans les projets que ce soit RIA, IA, CSA, il y a des partenaires qui peuvent être vraiment très variés. Et notre obligation, c'est de pouvoir sensibiliser absolument tout le monde et d'essayer de faire en sorte que toutes les institutions ou toutes les organisations qui souhaitent participer puissent le faire en étant bien informées. L'idée, c'est également de développer des réseaux au niveau régional, que ce soit au niveau local, mais aussi des réseaux thématiques. Et puis, je reviendrai sur les relais Horizon Europe dans quelques instants. Donc, il y a une nouvelle organisation des points de contact nationaux. Chaque point de contact national s'occupe d'une thématique ou d'un cluster. Et il y a également des points de contact nationaux qui sont transverses, qui s'occupent des questions transverses, comme par exemple le point de contact national juridique et financier. Et puis, ce sont des équipes qui sont resserrées, mais qui consacrent plus de temps pour le point de contact national, puisque c'est une mise à disposition donc, des personnes au sein de ce PCN. Et donc, il y a soit 40, soit 100%, soit 40, soit 60, soit 100% du temps qui est consacré donc, à ces PCN. Donc, il y a eu un processus de recrutement qui a été ouvert et transparent, qui s'est terminé il y a peu. Il y a encore quelques personnes qui sont en cours de recrutement. Et puis, je passe sur les détails, on va dire, sur la mise en œuvre vraiment du PCN, mais il y a une contractualisation avec les établissements. Et puis, il y a surtout la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles manières de travailler. Donc, nouveaux outils de communication qui vont être mis en œuvre. Et puis de nouvelles façons de travailler qui sont renforcées pour développer la participation française. Je fais juste un point rapide sur le site internet Horizon Europe, qui n'a peut-être pas été présenté encore dans ce webinaire, mais qui a été présenté dans d'autres webinaires de ce grand lancement Horizon Europe du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, le site internet horizon-europe.gouv.fr qui va délivrer un certain nombre d'informations, qui va être mise à jour progressivement, qui va offrir des témoignages, qui va offrir des actualités, qui va offrir tout un tas de statistiques, tout un tas de liens. Il y a notamment une page consacrée aux points de contact nationaux, avec l'ensemble des contacts, l'ensemble des personnes référentes, et puis également comment nous contacter. Alors que ce soit via des numéros de téléphone, des adresses génériques ou des formulaires qui sont directement sur le site. Chaque point de contact national va ensuite développer lui aussi sa page avec des actualités, avec des informations. Tout ceci est en cours de développement et va perdurer évidemment dans les mois qui viennent et pour la durée du programme. Le PCN Cluster 6, donc un petit mot sur vraiment qui cela concerne. Donc, le coordinateur du PCN est en cours de recrutement. C'est une personne qui sera dédiée à 100% de son temps. Il y a, comme disait Emmanuel au début de cette matinée, 4 personnes membres du point de contact national. Donc, Fatia Ford de Supagro, Laura Seden du CNRS, Christina Casion, que vous avez vu aussi intervenir juste avant, de EA Eco-Entreprise, et moi-même, donc, de l'Université d'Angers. Donc, vous avez le temps de
de participation au PCN sur la droite. Et vous avez la liste des représentants au comité de programme, donc les personnes qui défendent les positions françaises, qui sont soit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc Emmanuel, qui anime ce webinaire aujourd'hui, et puis Jean-Marc Chaureau du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et Catherine Julliot du ministère de la Transition écologique. Alors un dernier mot sur les relais Horizon Europe, qui sont vraiment une force de ce nouveau dispositif, c'est-à-dire que les points de contact nationaux ont pour vocation à structurer aussi et à s'appuyer sur ces réseaux locaux et régionaux. Donc, à partir du moment où vous êtes vous-même un point de relais vers d'autres personnes, vers d'autres organismes, vous pouvez vous inscrire comme relais Horizon Europe auprès des points de contact nationaux. Donc, vous recevrez une information privilégiée, régulière, et vous aurez donc sur une durée de 2 ans qui pourra être évidemment reconduite, toute l'information, et puis vous serez également amené à interagir avec nous de manière privilégiée. Vous avez également la possibilité, à côté de ça, si vous êtes une personne référente pour votre institution et uniquement dans votre institution, la possibilité de vous inscrire sur le site horizon-europe.gouv.fr pour recevoir de l'information régulière sur une thématique ou sur la thématique générale d'Horizon Europe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je reviens sur le site, mais j'en ai déjà parlé. Il va donc y avoir du contenu mis à jour très régulièrement. J'ai pas mentionné tout ce qui était les questions juridiques et financières, les FAQ, les conseils, etc. Mais évidemment, je vous invite à venir régulièrement visiter le site pour voir tout ce qui va être publié très prochainement. Il y aura également la présence des PCN sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à suivre vraiment l'actualité de ce site. Voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. L'idée, c'était de faire relativement court. Et je vais redonner la parole à Emmanuel, sauf si vous avez des questions. Merci Vincent pour cette présentation du PCN. Donc, comme il a dit, c'est un travail en cours. On a commencé il y a à peine 1 mois. Donc, toutes les rubriques sur le site internet ne sont pas encore opérationnelles. Il faut prendre le temps de rédiger des contenus et de mettre tout ça en ligne. Donc, je ne vois pas de questions pour Vincent. Si vous avez des questions brûlantes, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va attendre quelques secondes, le temps que vous rédigez éventuellement vos questions. Donc, pour les dernières informations, donc ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le revoir sur le site internet et vous aurez aussi accès aux différentes présentations. On va demander l'accord des auteurs, mais normalement, vous pourrez avoir accès aux présentations. Il y a une question. Est-ce qu'il y aura des webinaires sur chacune des destinations? Alors, dans le cadre de notre travail PCN, on a décidé de mettre en place pour le premier semestre, donc c'est-à-dire qui se termine en juillet, 2 webinaires thématiques. Donc, on n'a pas encore fixé les dates, mais on va faire des webinaires thématiques sur les SHS dans le cluster 6 et un autre sur l'économie circulaire et la bioéconomie, donc dans le cluster 6, mais aussi dans le cluster 4, pour que les acteurs aient une vision d'ensemble de ce que propose le Horizon Europe sur la thématique de l'économie circulaire. Mais on est en train de les préparer, donc on n'a pas de date précise, mais on les annoncera sur le site internet et via nos listes de diffusion, des relais, etc. Comment se faire connaître auprès des porteurs de projets en cours de montage? Ça aussi, c'est une question qui revient régulièrement et qu'on va essayer de traiter dans le cadre du PCN en essayant de mettre en contact les offres et les demandes de partenariat. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais on va y travailler. Donc là, c'est prévu dans notre feuille de route également. Et donc, on organisera aussi
au deuxième semestre des webinaires ou des séminaires en présentiel, espérons, pour justement approfondir certaines thématiques. On ne sait pas si on fera destination par destination ou si on choisira une thématique pour voir comment elle est présente dans le programme de travail. C'est des choses qu'on a encore à travailler pour traiter au mieux les questions des porteurs de projets. Alors, les dates des webinaires ne sont pas encore connues. On est en train de travailler en fonction des disponibilités des intervenants. Mais je pense que d'ici une semaine, 10 jours, on sera en mesure de communiquer sur les dates. Voilà, si vous en êtes d'accord, est-ce que les Fatia et Laura qui n'avaient pas activé vos caméras, si vous pouviez juste les activer pour qu'on vous identifie rapidement, comme ça les personnes mettront un visage sur les noms qu'ils ont vu passer. Voilà, merci beaucoup. Donc je vous propose de conclure ici ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions pertinentes. Donc, on vous tient au courant des prochains webinaires qu'on organise et des prochaines formations éventuelles. Voilà, merci beaucoup. Et donc, il y a encore des webinaires qui peuvent avoir lieu. Il y en a un cet après-midi sur la science ouverte. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux autres webinaires proposés par le réseau des PCN. Merci, au revoir.